Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission au début de laquelle je vous donne brièvement, selon la tradition maintenant établie depuis plusieurs mois, quelques nouvelles. La première nouvelle étant que notre prochain enregistrement aura lieu en public à l'école alsacienne, donc dimanche prochain, le 11 février, à 10h30. Pour vous y inscrire, ce qui est une nécessité compte tenu de la réglementation qui s'applique aux établissements d'enseignement, pour vous y inscrire, il vous suffit de vous rendre sur notre site www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr et là, vous aurez toutes les indications nécessaires à cette inscription et aussi toutes les indications nécessaires au soutien que vous pouvez nous apporter, que vous nous apportez déjà de manière tout à fait réactive et ce dont je vous remercie grandement. Comme vous le savez donc, il y a désormais une possibilité d'abonnement, c'est-à-dire une possibilité de financement mois après mois à partir de 5 € par mois de notre podcast et depuis que j'ai fait cette annonce, vos réponses sont nombreuses et le flux des abonnements est constant. S'il se maintient comme ça encore quelques mois, je dois dire que nous aurons la satisfaction d'être tirés d'affaire, c'est-à-dire d'avoir les moyens de poursuivre notre aventure. Vous savez par ailleurs que c'est maintenant à partir de 13h que l'enregistrement de cette émission est diffusé. Vous savez aussi qu'il existe un bonus que nous avons appelé le BADA en hommage à Jean-François Revel et aux Marseillais. Le BADA étant, je le rappelle, le supplément de glace que gratuitement, moralement, le marchand de glace marseillais est tenu d'offrir à ses clients. Et ce BADA consiste donc en l'enregistrement de la conversation que nous avons avec la salle après les enregistrements publics. Et il est lui aussi... on peut lui aussi le trouver sur notre site. Enfin, nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Il publie cette semaine un dossier consacré aux robots et à l'intelligence artificielle dans lequel, entre autres, il est question de la menace que ferait ou ne ferait pas porter sur nous l'intelligence artificielle et de ceux qui pourraient tirer bénéfice du fait de brandir cette menace. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la réforme de l'éducation. Le programme de La République En Marche avait laissé entendre qu'une grande part de la politique du gouvernement serait basée sur une refonte en profondeur du système éducatif français. La France consacre 7% de son produit intérieur brut au budget de l'éducation nationale, mais les performances des élèves et désormais celles des professeurs sont sans cesse pointées du doigt par différents rapports nationaux et internationaux depuis une dizaine d'années. Selon le dernier rapport PISA, par exemple, commandé par l'OCDE en 2016, la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne des pays étudiés, une performance jugée stable depuis 2006, mais ces chiffres masquent une autre réalité, puisqu'en 2009, 20% des élèves entrant en 6e ne maîtrisaient pas les savoirs fondamentaux. De plus, la France reste le pays de l'OCDE où les résultats scolaires sont le plus fortement corrélés à l'origine sociale. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a laissé entrevoir un bouleversement du lycée dans sa forme actuelle. Suivant les recommandations du rapport Mathiot, ce lycée perdrait ses filières, L, ES, S, etc., au profit d'un tronc commun par semestre, agrémenté de 2 matières majeures et de 2 matières mineures. Le baccalauréat se trouverait remodelé avec l'arrivée du contrôle continu et de grands oraux chargés d'évaluer le niveau des élèves dans les matières dites fondamentales. Ce projet de réforme, attendu pour le 14 février, ferait écho à la mise en place de Parcoursup, site ayant remplacé le décrié APB dans l'orientation post-bac des élèves et intégrant une part sensible de sélection dans l'entrée à l'université. Ce projet de nouveau baccalauréat intervient alors même que les missions confiées à Cédric Villani et Charles Torossian sur l'enseignement en France n'ont pas encore
rendu leurs conclusions. Certains sociologues dénoncent l'introduction de l'oral jugée profondément inégalitaire parce que liée à des compétences sociolinguistiques, à des savoir-dire, des savoir-être en rapport direct avec l'origine sociale. Prenant la tête de la première manifestation d'opposition au projet de réforme ce jeudi 1er février, le syndicat majoritaire SNES dénonçait quant à lui un rapport faisant du lycée une petite université, le tout, je cite, faisant fi de la maturité des lycéens, mais aussi de l'organisation pratique des établissements. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. La réforme du baccalauréat est effectivement importante parce qu'elle est structurante à la fois pour les années lycée et même parce que en amont, elle peut structurer la façon dont sont conçues les études, y compris au collège. En fait, cette réforme, elle est aussi articulée à une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur avec un changement du recrutement des étudiants. Je vais y revenir. Pourquoi l'accès à l'enseignement supérieur ? C'est que, dans le fond, ce qui est essentiel aujourd'hui avec le baccalauréat, c'est que c'est juste une étape qui donne accès à l'enseignement supérieur. Plus de 95% des élèves qui ont le bac continuent dans l'enseignement supérieur. Donc l'enseignement supérieur n'est pas un niveau de diplôme qui donne accès au marché du travail ou à quoi que ce soit, c'est un accès au supérieur. Or, cet accès au supérieur ne marche pas pour deux raisons. La première, c'est que les élèves sont mal préparés à la filière à laquelle ils veulent se destiner dans le supérieur. Et ils sont mal préparés parce que leur attention est dispersée par un lycée qui est surchargé et un baccalauréat qui est en particulier alourdi, encombré d'épreuves. Si vous avez suivi les annonces du rapport Mathiot, il parle de 6 épreuves écrites en examen terminal anonyme national au bac. C'est-à-dire 2 en première, le bac de français, et 4 en terminale. Alors si des auditeurs de cette émission ont plus de 50 ans, ils seront surpris, ils vont se dire, mais après tout, 6 épreuves, c'est ce que j'ai toujours connu. Et effectivement, pendant très longtemps, le baccalauréat, ça a été entre 4 et 6 épreuves. Mais il faut savoir que depuis 10-15 ans, le bac s'est incroyablement alourdi, ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves passent en gros une quinzaine d'épreuves. Et donc une quinzaine d'épreuves, ça veut dire tout le mois de juin, et d'ailleurs même une partie du mois de mai, et ça veut dire un bachotage complètement absurde, une dispersion qui ne convient pas. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où, en série générale, 90% des élèves ont le bac, et après ils vont à l'université, et là, seulement 30% d'entre eux ont la licence. Donc il y a visiblement un problème. Donc il faut recentrer les années de lycée sur quelques disciplines fortes, dans lesquels les élèves pourront davantage se préparer. C'est le sens de la proposition de Pierre Mathiot de créer des majeurs et des mineurs, c'est-à-dire de laisser les élèves choisir les disciplines dans lesquelles ils sont les plus à l'aise et dans lesquelles ils pourront approfondir et déjà se préparer aux matières qu'ils voudront faire par la suite. Alors, ça veut dire des majeurs et des mineurs, ça veut dire effectivement, comme vous l'avez dit, la fin des filières. Ils pourront sélectionner eux-mêmes les matières qui constitueront leur parcours et après ils seront interrogés, disons, à l'épreuve, aux épreuves terminales, aux examens terminaux, sur leur majeur. Alors, ce qui doit changer, le deuxième gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dit, Philippe, on va avoir l'arrivée du contrôle continu. En réalité, aujourd'hui, pour l'accès à l'enseignement supérieur, on est à 100% sur du contrôle continu. Et c'est là que le débat est un peu confus, notamment de la part des gens qui s'opposent à cette réforme. C'est qu'ils disent, nous, on tient à l'examen, au bac, comme examen national, anonyme, etc. Très bien, sauf qu'aujourd'hui, ce bac, celui qu'on passe en juin, ne sert à rien, puisque les élèves sont orientés à partir du mois d'avril et de mai par un système d'orientation qui s'appelait APB, qui s'appelle maintenant Parcoursup, et ils le sont à 100% sur le contrôle continu, c'est-à-dire sur leur bulletin de première et de l'année de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Et c'est là-dessus qu'ils sont orientés pour les filières sélectives et pour les filières universitaires qui sont encombrées. Donc aujourd'hui, le bac, c'est 100% du contrôle continu. Et donc c'est complètement absurde de dire il faut défendre le bac national, puisque aujourd'hui, c'est une formalité qui ne sert absolument à rien, qui absorbe une énergie considérable, qui coûte
des sommes affolantes et qui risque chaque année l'accident industriel en raison de la complexité à laquelle il est arrivé. Donc, il est au contraire. Donc, la proposition de Pierre Mathiot, c'est en quelque sorte un rétablissement du baccalauréat, mais un baccalauréat plus simple, mieux organisé, avec moins d'épreuves, dans un calendrier qui permettra aux élèves de prendre en compte, que soient prises en compte dans Parcoursup les notes des examens finaux qui arriveront plus tôt dans l'année, c'est-à-dire au printemps, sans doute en avril, de manière à ce que ce soit intégré dans Parcoursup. Nicole Nisotto. Oui, moi je voudrais d'abord rappeler que cette réforme du bac s'inscrit dans une vision globale de réforme de l'éducation dans son ensemble. Je dirais presque, pour reprendre une expression courante, que c'est la mère des réformes, le candidat Macron l'avait dit, parce que ça a des implications sur le social, sur l'emploi, sur l'égalité républicaine, la réduction des inégalités, etc., etc. Et on voit que le gouvernement s'est attaqué en 6 mois aux lacunes de nos 4 piliers de l'éducation. L'école primaire, vous l'avez dit Philippe, qui est surtout une reproduction des inégalités sociales et qui laisse quand même 20% d'élèves sur le carreau. L'enseignement secondaire et les lycées, et c'était la réforme d'octobre dernier, notamment avec la réforme d'APB. Donc ça, ce sont les 2 réformes que l'on a vues pour l'instant. Et puis, il y a le volet apprentissage. Je rappelle que c'est une réforme très importante et Jean Arthuis a notamment le côté Erasmus Pro, c'est-à-dire d'européaniser l'apprentissage en Europe, et la réforme de la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, qui est aussi un très gros défi. Et donc, il y a une espèce de cohérence quand même qu'il faut rappeler. C'est pas simplement la réforme du bac ou de l'APB, c'est vraiment la réforme globale du système de l'éducation. Deuxième point sur cette réforme du bac, je crois que le point de départ, c'était le décalage. Marc-Olivier en a déjà parlé, le décalage entre le bac et le parcours supérieur de l'étudiant, puisque d'une part, le bac se passe en juin, les inscriptions en université se font entre mars et mai, donc c'est totalement déconnecté du résultat au baccalauréat, et d'autre part, 90% d'une classe d'âge a le bac, c'est-à-dire à peu près 700 000 élèves par an, or 60% de ceux qui arrivent à l'université en première année quittent l'université au bout de la première année. Et donc, on voit que ce bac, pratiquement aujourd'hui, ne sert à rien, sauf à stresser énormément. Il ne sert à rien pour le passage dans l'enseignement supérieur, et il ne sert à rien non plus pour l'emploi et l'éducation. Et donc, l'objectif, je crois, c'est de recoupler le bac avec l'enseignement supérieur et la recherche plus tard professionnelle de plusieurs façons. Les majeurs, parce que les majeurs, on passera le concours à Pâques, c'est-à-dire au moment où on fait les inscriptions à l'université, donc là on recoupe le bac et la filière universitaire. Deuxièmement, le grand oral. Le grand oral, c'est une préparation à l'emploi, parce que quand on cherche un emploi, on ne fait pas une dissertation, on est en face à face avec un recruteur ou un employeur. Donc là, c'est une façon de recruter, de réconcilier le bac avec le monde socio-économique. Et quand on regarde les sondages, quand on présente ça aux élèves, un sondage qui est sorti en décembre, donc avant les manifestations du jeudi 1er février, 80% des 18-24 ans sont pour une réforme du bac et 71% considèrent que s'appuyer sur le contrôle continu, c'est une bonne chose. Donc moi, je trouve que cette réforme est vraiment formidable. Simplement, il y a un point. Pour les opposants, les syndicats, il y a 2 points qui font débat. Il y a la sélection, le recours à la sélection à l'université, et puis la rupture de l'égalité républicaine devant le concours. Moi, je voudrais juste dire un mot sur la rupture de l'égalité républicaine. L'argument étant que, par rapport à l'école de la République, qui ne considérait pas les enfants, qui considérait les élèves, c'est-à-dire un être théorique égal sur tout le territoire, la réforme proposée, avec le recours au contrôle continu, va regéographiser les élèves, si je puis me permettre cette expression, et qu'un très bien venant du lycée Henri IV sera mieux perçu par les facs qu'un très bien venant du lycée de Sarcelles. Et donc, le gouvernement l'a bien compris d'ailleurs, puisque dans la réforme, il est dit que dès la première, il y aura des entraînements à la préparation au bac, etc. Mais
Deuxième critique, c'est que ce grand oral est une prime à l'éducation, à l'héritage familial, à l'aisance sociale. Ça, je crois que c'est vrai. Et d'ailleurs, donc, ce grand oral sera préparé dès la première par des cours spéciaux. Mais donc, ça, c'est un point, je crois, où, en tout cas sur le grand oral, ça me paraît indéniable que c'est une prime aux classes privilégiées, beaucoup plus que le recours au contrôle continu. Et Marc-Olivier l'a dit, le recours au contrôle continu aujourd'hui, c'est 100% de la réforme. Donc, je pense que s'il y a un point à moduler, c'est justement la part de ce grand oral dans le baccalauréat, parce que de facto, il favorise les milieux favorisés. François Bujon de l'Étang. C'est un sujet colossal que celui de la réforme de l'éducation, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord par l'énormité du chantier, finalement. Vous l'avez dit, Nicole, vous avez raison, la réforme du baccalauréat, c'est un point central, mais ça s'insère dans un dispositif qui commence à l'école primaire et qui va, bien entendu, jusqu'à l'enseignement supérieur. Or, dans notre système éducatif actuel, dont les faiblesses sont largement dénoncées par les rapports, Philippe a cité PISA, mais il y en a beaucoup d'autres, de plus spécialisés, tout est révélé. Les insuffisances de l'école primaire, qui sont très très grandes, le fait qu'un grand nombre d'enfants sortant de l'école primaire n'ont pas assimilé les enseignements fondamentaux, ce qui est un aveu d'échec total, les problèmes du collège unique, qui est constamment réformé et qui est toujours sur la table d'opération, les programmes scolaires dans lesquels on a vu au cours de ces dernières années les ravages de l'idéologie et les ravages effectués par ceux qu'on appelle les pédagogistes, la disparition des humanités, la suppression des classes bilingues, la chasse à l'élitisme qui a eu lieu au cours de toutes ces dernières années. Tout ceci était un problème sérieux. Le baccalauréat, Marc-Olivier en a longuement parlé, où une réforme est évidemment nécessaire, mais l'idée qu'aujourd'hui on amène plus de 90% d'une classe d'âge au baccalauréat et qu'ensuite il n'y a que 30% des étudiants en licence qui aboutissent à leur licence montre bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas du tout et que le baccalauréat ne joue plus son rôle. Il y a tout le problème de l'orientation à la sortie du bac, le fiasco du système APB a bien montré les difficultés et nous allons voir si Parcoursup permet d'y remédier. Donc les problèmes sont multiples et les problèmes ils sont très bien dénoncés, très bien répertoriés. Il y a celui des inégalités qui sont effectivement criantes et qui sont très souvent dénoncées à juste titre. Il y a celui du taux d'échec dont je viens de parler. Il y a les problèmes de l'enseignement technique et l'inadéquation d'une façon générale de l'enseignement secondaire, technique et professionnel aux problèmes de l'entrée sur le marché du travail. Et il y a le niveau général de nos études. Alors ça, c'est l'énormité du problème. Et tout s'articule parce qu'effectivement, si vous commencez à toucher au lycée, il faut commencer par remonter en amont aux problèmes de l'école primaire. Ensuite, on en arrive à la réforme du bac qui elle-même mène à celui de la sélection à l'entrée à l'université ou de l'orientation, en tout cas, si on veut éviter le mot de sélection ou même le concept d'ailleurs. Tout ceci s'emboîte et tout est dans tout et réciproquement, comme disait Monsieur Prudhomme jadis. Alors ça, c'est un point. Le second point, c'est que au cours de ces dernières années, et là je ne fais le procès de personne en particulier, mais disons de ces 30 dernières années, l'accumulation des échecs et des problèmes dans le domaine de l'éducation a été considérable. Les seuls ministres qui n'ont pas suscité un tollé généralisé sont ceux qui n'ont rien fait à l'éducation nationale. Il y en a un certain nombre, et par charité chrétienne, nous ne mentionnerons aucun nom ici. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés avec des idées qui parfois étaient bonnes, mais qui sont arrivés un peu en roulant des mécaniques. Je pense à l'idée de dégraisser le mammouth, par exemple. Cette seule idée qui a dressé d'un seul coup tous les syndicats de l'éducation nationale contre un ministre qui était un vrai réformateur. Il y a d'autres cas. Je veux dire, je connais bien Xavier Darcos, qui est un inspecteur général de l'enseignement supérieur, et j'ai été témoin de son découragement quand il était ministre de l'Éducation devant l'impossibilité de bouger ou d'escalader cette montagne. Puis la réforme est permanente. Si vous faites la liste des réformes de l'éducation nationale, c'est un inventaire à la Prévert. Vous allez de M. Berthoin en 1959 jusqu'à Luc Châtel en 2005, en passant par le recteur
docteur Haby, par la réforme Capel-Fouchet. Enfin, on n'a pas cessé de réformer l'éducation nationale. C'est vraiment... Je parlais d'un patient sur la table d'opération, mais alors là, on est vraiment en soins intensifs depuis 25 ans et pour des résultats qui sont, dans l'ensemble, extrêmement Il me semble médiocres. même, si vous permettez, qu'en matière d'éducation, on a inventé quelque chose qui n'est pas connu en médecine, qui est les soins intensivo-palliatifs. Oui, c'est ça, oui, c'est absolument. Bon. Mais alors, est-ce qu'il faut se poser une question aujourd'hui? C'est est-ce que les chances d'une vraie réforme sont aujourd'hui plus réelles qu'elles n'ont été dans le passé? Voilà. Pour reprendre cette expression terriblement à la mode sur tous les sujets, les astres sont-ils enfin alignés pour que la réforme ait lieu? Il y a un certain nombre d'indications qui inclinerait un peu à l'optimisme, parce que le fiasco de l'APB, par exemple, c'est un assez bel exemple, montre bien la nécessité de réformer le système, l'absurdité du système. Un certain nombre d'absurdités qui ont été dénoncées dans les programmes des lycées au cours de toutes ces dernières années, le jargon des pédagogistes, par exemple, tout cela, tout ceci a irrité l'opinion publique et on sent que celle-ci est peut-être mieux disposée à une réforme que précédemment. Il y a une volonté de réforme au plus haut niveau. Il y a apparemment un excellent ministre qui formule des propositions dans l'ensemble d'un grand bon sens et qui est lui-même extrêmement compétent. Et il y a une opinion publique qui est peut-être davantage qu'à précédemment prête à écouter des propositions raisonnables. Jean-Luc Bourlange. Oui, d'abord un mot sur le ministre. Effectivement, je crois qu'il a toutes les qualités, toutes les caractéristiques requises pour être un bon ministre. Notamment une expérience administrative extrêmement diversifiée. D'abord une connaissance des modèles étrangers, notamment une connaissance très approfondie de tout ce qui s'est fait en Amérique latine. Il a été lui-même recteur en Guyane. D'autre part, une connaissance des mécanismes administratifs, recteur en Guyane, recteur à Créteil après. Une connaissance directeur général de la DGESCO, c'est-à-dire de la direction générale centrale du ministère de l'Éducation nationale, un avertissement des choses politiques en étant directeur de cabinet de M. Drobien en son temps, et une connaissance très précise, professeur d'université et directeur d'une école prestigieuse en matière de business school, comme on dit maintenant, puisqu'il était directeur général de l'ESSEC. Je ne connais que Haby, qui avait une formation. Mais alors, évidemment, l'exemple de Haby est assez inquiétant, parce qu'avec beaucoup de qualité, M. Haby n'a pas produit tout à fait les résultats escomptés. M. Haby était ministre de l'Éducation nationale de Giscard d'Estaing. Il avait tout été aussi. Il avait été de instituteur à professeur d'université. Il avait passé une agrégation de géographie. Il l'avait eu la 5e fois parce que il apprenait. Je pense qu'il apprenait une partie du monde par il apprenait continent par continent. Il a donc fallu épuiser les parties du monde. Mais revenons. Alors donc, je crois que Monsieur Blanquer a vraiment des qualités exceptionnelles et il a notamment une perception très très précise des attentes légitimes de la droite et des attentes légitimes de la gauche. Ce qui est essentiel dans un ministère qui doit, c'est pas facile, mais qui doit être un foyer de concorde et de consensus républicain et national, ce qui n'est pas donné. Alors, cela dit, je crois qu'il est adossé, nous sommes tous adossés, c'est pas simplement le ministre, à des contradictions extrêmement profondes. La première contradiction, c'est celle de l'égalité et de la méritocratie. Il est admis que l'école doit être méritocratique, elle doit récompenser les meilleurs, et il est encore plus admis qu'elle doit être égalitaire. Je me rappelle, Raymond Aron écrivait qu'on ne voit pas pourquoi les inégalités génétiques devant l'intelligence et le savoir seraient plus légitimes que les inégalités sociales. Les inégalités sociales, on a l'impression de pouvoir faire quelque chose. Les inégalités génétiques, on n'a pas besoin de faire, on n'a pas le sentiment de pouvoir faire grand-chose. Jusqu'à présent, on verra après, avec l'homme augmenté. Mais en tout cas, il y a un problème. Est-ce qu'on doit récompenser? Est-ce que l'école vise à sélectionner les meilleurs, donc en fonction du mérite, ou est-ce qu'elle vise à réaliser une égalité? Alors ça pose un problème de principe très intéressant, parce que toute la droite, notamment, c'est depuis 40 ans, à célébrer l'égalité des chances. Les deux sociologues qui se sont opposés à cette notion d'égalité des chances, à partir de concepts différents, c'est bien sûr Bourdieu, qui a dénoncé la mystification d'une école de la transmission, et c'est également ce grand sociologue libéral qui était Raymond Boudon.
Et Raymond Boudon expliquait de façon extrêmement convaincante que l'égalité des chances n'avait vraiment fonctionné que pendant la période de la 4e et des débuts de la 5e République, où on a eu une transformation du système social français, avec un effondrement de la population agricole, un tassement de la population ouvrière et une explosion des classes moyennes et des personnels d'encadrement. Si bien qu'on a eu énormément de postes en haut de la société, des postes privilégiés, on pourrait dire, qui se sont libérés à ce moment-là, et donc l'explosion scolaire a permis de caser un certain nombre de gens venant des milieux populaires. Et puis, dès les années 70, dès la fin des années 70, ça s'est refermé. La société est restée à peu près ce qu'elle était, grossièrement. Et donc, à partir du moment où elle est ainsi, ça veut dire que quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé pour occuper une place dans un milieu favorisé, une place importante, ça signifie qu'il y a une mobilité descendante de l'autre côté, et que le fils de bourgeois, on doit se résigner à reconnaître qu'il est un crétin et qu'il doit donc faire un certain nombre d'autres choses. Et ça marche pas comme ça, parce que les gens sont prêts à rentrer, mais évidemment, les stratégies familiales, sociales, des catégories sociales freinent cette évolution. Mais il faut bien voir que là, Monsieur Boudon avait développé la théorie des faux droits. On développe le nombre de bacheliers, on développe le nombre des gens qui ont une formation, et on dit ça va donner un résultat. Par exemple, ça se traduit par cette analyse fausse, même s'il faut évidemment développer la formation. On dit, voyez les chômeurs. Les chômeurs, les principaux chômeurs sont ceux qui n'ont pas de formation. Conclusion simple, formons-les et ils ne seront plus chômeurs. Pas du tout, vous les formez, mais si la file d'attente, s'il y a toujours aussi peu d'emplois à fournir, la file d'attente sera composée de gens de plus en plus éduqués, mais elle ne sera pas forcément réduite. En réalité, ce que je dis est faux, parce que la formation permanente est un élément essentiel de la création d'emplois. Enfin bon, l'adaptation de l'appareil de production à des besoins nouveaux. Mais on voit bien la limite de cette affaire. Donc alors Blanquer là-dessus, je trouve qu'il a une attitude empirique qui est très bonne, qui est de dire on ne va pas opposer l'égalisation, la démocratisation au mérite. Et il dit que le vrai, notamment à l'abaissement des savoirs, parce que la tentation, c'est de dire puisque tout le monde doit y aller, on va abaisser les savoirs, ça sera plus simple, etc. Le savoir-dire, le savoir-faire, tout ça, c'est des trucs bourgeois. On va arrêter tout ça. Bon, eh bien non, il dit la seule solution, c'est de mettre le paquet et de donner effectivement aux gens en primaire des moyens d'acquérir les connaissances théoriques. Alors, je vais juste faire 2 allusions. La seconde contradiction, c'est la contradiction historique entre l'État, entre l'arrachement à la société par l'éducation nationale, qui est le grand modèle ferriste. Le modèle ferriste est un modèle positiviste. Il s'agit de confier l'éducation à des professionnels, de l'enlever aux familles, même si on les ménage, on les respecte, on fait attention, mais on donne l'éducation à des professionnels de l'enseignement et on l'arrache aux communes, aux religions, aux églises, aux familles. Ça, ce modèle, il est extrêmement fragile parce qu'on voit que les enseignants ne sont plus ces grands professionnels incontestés, mais c'est une fonction qui est de plus en plus une fonction résiduelle, d'où les appels à l'enseignement privé, à toute une école, au contraire de l'enracinement dans le terreau social familial. Donc là, il y a une contradiction qui est très difficile. Et la troisième contradiction que je ne fais que mentionner, c'est la contradiction entre la formation générale et la formation professionnelle, avec une hésitation profonde sur le temps où se dissocient ces 2 formations, et notamment ce non-dit de tout le débat sur l'enseignement supérieur actuellement. Est-ce que 100% d'une classe d'âge a vocation à être dans l'enseignement supérieur, ou est-ce que ça doit être une partie plus ou moins importante de ces classes d'âge qui sont là? Et là, il y a une question qui n'est pas vraiment affrontée. Nicole Nisotto. Oui. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que cette réforme, elle est ambitieuse, elle est nécessaire et presque indispensable. En tout cas, moi, j'en suis absolument convaincue. Mais juste pour reprendre, pour qualifier l'importance de cette réforme, j'ai dit tout à l'heure que ça avait des implications sur l'ensemble de l'organisation de la société française, et ça a aussi une implication très forte sur le succès
ou pas du quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je crois que s'il réussit cette réforme de l'éducation, alors la société française acceptera toutes les autres réformes. Ça veut dire qu'elle est prête à être réformée. C'est la question que posait tout à l'heure François Bujon de l'Étang. Moi, je suis très optimiste sur le résultat de cette réforme. D'abord, les élèves sont pour. En tout cas, les sondages que l'on a jusqu'à maintenant, les élèves sont pour. Deuxièmement, la mobilisation syndicale que l'on a vue il y a quelques jours a été quand même un très grand échec. Très grand échec, à peine de 2000 personnes mobilisées à Paris. Troisièmement, le gouvernement est quand même très prudent. La méthode est très progressive. Cette réforme du bac, elle interviendra en 2021. Donc, il y a 3 ans pour mettre en œuvre petit à petit cette réforme et éventuellement l'adapter aux évolutions. Le problème, c'est ce que j'appellerais les effets parasites sur la réforme de l'éducation, c'est-à-dire peut-être la tendance du gouvernement à lancer en même temps d'autres réformes qui pourraient remettre en cause l'atmosphère plutôt positive que la réforme de l'éducation rencontre aujourd'hui. Je prends un exemple, la réforme des retraites des fonctionnaires, qu'il a promis pendant sa campagne d'aligner sur la retraite du privé. S'il sortait cette réforme maintenant, c'est évident que ça susciterait un mouvement d'opposition du corps enseignant dans son ensemble, qui pourrait mettre à mal le consensus plus ou moins mou qui existe aujourd'hui sur la réforme de l'éducation. Deuxièmement, les annonces qui viennent d'être faites de suppression, enfin d'appel à diminution du nombre des fonctionnaires avec départ volontaire, là aussi c'est quelque chose qui peut troubler le milieu enseignant. Donc moi j'ai peur que l'échec éventuel de cette réforme vienne de l'effet parasite d'autres réformes, et je crois qu'il faudrait que le gouvernement pour l'instant ne fasse rien d'autre. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais revenir sur 2 points qu'on a abordés dans notre discussion. D'abord les inégalités et puis l'utilité des diplômes. Mais avant, juste un point sur un chiffre que j'ai cité tout à l'heure. Quand on dit le pourcentage d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat, c'est 80% d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat, sachant qu'il y a 3 baccalauréats, le bac général dont on parle tout le temps, le bac techno dont on parle un peu et le bac pro dont personne ne parle jamais. Ce que j'ai dit, c'est 90% des élèves qui sont dans les filières générales, c'est-à-dire dans le lycée général, ont le bac. Ce sont 2 chiffres différents. Sur la question des inégalités, évidemment, c'est un peu le réflexe quand on dit on va réformer l'école. Alors, les opposants brandissent les inégalités. Et de fait, les inégalités sont importantes à l'école, même si on a du mal à le reconnaître et que personne n'objective jamais. On sait, mais par réputation, que des établissements sont mieux cotés que d'autres. Mais le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, n'accepte pas d'objectiver ces différences. Mais il faut remarquer tout de même que le baccalauréat n'est pas fait pour corriger les inégalités. Évidemment, le fait que ce soit un diplôme, un examen national, ça donne un plus grand sentiment d'égalité. Mais dans la mesure où cet examen ne sert pas à l'orientation des élèves vers l'enseignement supérieur, dans le fond, le fait qu'il soit moins inégalitaire ne joue pas de correctif par rapport aux inégalités d'établissement. Alors, le fait qu'il y ait des inégalités entre établissements, c'est une difficulté qu'il faut combattre, mais je dirais la question, c'est moins de savoir est-ce qu'il y a des inégalités entre établissements que de savoir comment faire pour que ça ne pénalise pas les élèves des établissements, quels qu'ils soient. Et donc ça, c'est la question de l'accès au supérieur. Donc, et il faut redire, parce que c'est vraiment important, que tout le monde craint que le contrôle continu soit plus inégalitaire, mais il faut redire qu'aujourd'hui, tout se joue sur le contrôle continu. Donc si on réintroduit de l'examen terminal, ce sera moins inégalitaire. Et sur le grand oral, évidemment, ça tous les sociologues disent, voilà, l'oralité, c'est un marqueur de distinction sociale, mais il vaut mieux préparer les élèves à cet examen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, le travail sur l'oralité est un grand absent de la pédagogie française. Donc il vaut mieux travailler sur cet examen, donner une occasion aux élèves de s'entraîner plutôt que de laisser les choses. Et juste un dernier point sur la question que soulevait quand même Jean-Louis. Pourquoi faudrait-il plus de bacheliers finalement dans tous ces débats? On peut se poser la question. Je crois qu'il faut voir les choses de manière dynamique et pas en stock. C'est-à-dire que
plus d'élèves qui ont le bac et même un diplôme universitaire, c'est plus de personnes capables de saisir des opportunités et même de créer des opportunités. Donc il ne s'agit pas de savoir si aujourd'hui en stock il y a suffisamment de postes disponibles à tel niveau de diplôme, c'est de savoir que l'élévation générale du niveau de diplôme crée plus d'opportunités pour l'ensemble de l'économie. Jean-Louis Bourlange. Oui, enfin, plus c'est bien, mais combien, c'est une question qu'il faut poser actuellement. Quelle est la part d'une classe d'âge qui doit faire des études jusqu'à 23, 24, 25 ans, et au contraire, qui doit s'arrêter, quitte à avoir des systèmes de formation permanente, de formation tout au long de la vie. Je crois que on peut pas ignorer ce problème. Je crois justement que, Marc-Olivier, ce qui caractérise, je crois que le choix que j'approuve tout à fait du ministre sur ce plan-là, c'est entre contrôle continu et examen, c'est justement de distinguer, de faire que le contrôle continu est en fait la clé de l'accès à l'université, et avec un effort de bon sens pour essayer d'orienter vers la bonne filière et non pas l'espèce de bonneteau complet qui était le tirage au sort jusqu'à présent. Donc on a une formation continue qui va là, et on a un examen qui n'a plus la même fonction. Évidemment, il faut quand même passer le bac pour accéder. Il y a une condition secondaire. Il faut quand même avoir le bac pour aller à l'université. C'est une condition nécessaire et pas suffisante. Mais le bac devient ce qu'il est logiquement, c'est-à-dire un diplôme, ce qui devrait être logiquement et ce qu'il n'est pas juridiquement, c'est-à-dire la sanction positive d'un parcours d'enseignement secondaire. Donc là, la distinction entre les deux modes de conclusion d'enseignement secondaire, celui qui accède à l'enseignement supérieur et l'autre, je crois que c'est une réforme très positive, mais il reste, Philippe, quand même le grand blanc de la formation professionnelle, qui reste une formation des lycées professionnels, du bac professionnel, qui reste une structure de relégation, tant qu'on n'aura pas imaginé des systèmes à l'allemande d'avancer sur cette voie vers des diplômes de techniciens supérieurs ou d'ingénieurs. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, en l'occurrence au sujet de 48e Forum économique mondial qui s'est tenu en Suisse, à Davos, à la fin du mois de janvier. Je rappelle que Davos a été fondé en 1971 par un professeur d'économie allemand, Klaus Schwab, et conçu comme un lieu d'échange entre hommes d'affaires américains et européens. Et maintenant, c'est un forum qui accueille des grands patrons de multinationales et des responsables politiques du monde entier. Dans ce temple du libre-échange, les discours du Premier ministre indien Modi et canadien Trudeau ont dénoncé, sans les citer, les politiques protectionnistes du président Trump, dont l'allocution s'est voulue apaisante après les déclarations tonitruantes du secrétaire américain au Trésor qui vantait les mérites d'un dollar faible. L'Amérique d'abord, ça n'est pas l'Amérique seule, a déclaré le premier président américain à faire le déplacement depuis 2000. Je suis là pour représenter les intérêts du peuple américain et pour affirmer l'amitié et la coopération des États-Unis pour construire un monde meilleur, a-t-il ajouté. Dans un discours d'1 heure en français et en anglais, le président Emmanuel Macron a réclamé, je cite, un nouveau contrat mondial où les multinationales renonceraient par exemple à l'optimisation fiscale à tout crin. Il a célébré une France conquérante de retour sur la scène internationale et une future Europe puissance qui lui a valu une standing ovation ainsi que le titre de leader du monde libre dans le New York Times. Cette dernière édition de Davos avait pour thème un avenir commun dans un monde fracturé. Car si la croissance mondiale semble bénéficier d'une embellie générale avec une augmentation prévue de 3,9% en 2018 et une croissance effective de 3,7% en 2017, les inquiétudes politiques restent nombreuses. Pour la 11e année consécutive, les pays où la démocratie recule sont plus nombreux que ceux où elle progresse et les disparités économiques ont bondi. Selon l'association Oxfam, 82% des richesses créées l'an dernier dans le monde a bénéficié à seulement 1% de la population mondiale. Enfin, les géants d'Internet, notamment Facebook et Google, ont essuyé de nombreuses critiques de la part des différents intervenants, et notamment du milliardaire George Soros, qui voit dans cet accroissement des inégalités, dans ce recul de la démocratie et dans cette émergence d'entreprises multinationales toutes puissantes, l'apparition, je cite, d'un réseau totalitaire comme Aldous Huxley ou George Orwell eux-mêmes n'auraient pu l'imaginer. Sur cette question, Nicole Niesotto. Alors,
Davos, à mes yeux, c'est effectivement le rendez-vous annuel de la puissance mondiale, de tous les acteurs de la puissance mondiale, et c'est une espèce de show spectaculaire et parfaitement dérisoire en même temps. Alors, d'abord, c'est un business. Davos, c'est une multinationale qui est gérée sur le plan de la logistique par 1400 employés de Publicis, avec un budget colossal, qui rapporte par an 75 millions de francs suisses à la Suisse, qui coûte 9 millions en termes de sécurité pour les seuls 3 jours de Davos. Et c'est une organisation permanente. Il y a un think tank permanent, global, de 700 chercheurs qui, pendant toute l'année, moulinent des concepts, des idées, etc. 700 chercheurs qui ont quand même une orientation plutôt occidentale que mondiale. Deuxièmement, c'est effectivement un spectacle. Il y a 3000 participants venant de 110 pays, 70 chefs d'État, 2000 patrons de grandes entreprises, 250 journalistes, et puis tous les thèmes de la planète. Par exemple, Cate Blanchett est venue parler des migrants. Il y a eu des sessions plénières sur la dépression ou qu'est-ce que c'est qu'une vie heureuse. Donc il y a absolument tous les thèmes sont abordés dans un espèce de grand spectacle. 400 sessions en 3 jours, c'est absolument colossal. Et puis, c'est aussi un reflet de l'état du monde. Vous l'avez dit, Trump est venu. C'était la première fois qu'un président des États-Unis venait depuis Bill Clinton. Le Chinois n'est pas venu, donc c'était censé montrer un espèce de rééquilibrage entre la Chine et les États-Unis. Mais c'est en même temps tout cela parfaitement dérisoire et inutile quand on regarde le bilan du CRU 2018. Sur le plan d'initiative diplomatique, 0. Et de temps en temps, Davos a servi à des initiatives diplomatiques de couloir, ce qu'on appelle la diplomatie secondaire. Par exemple, Kofi Annan, en 2002, avait lancé son initiative globale sur le sida. Par exemple, Shimon Peres et Arafat s'étaient rencontrés en 1994 dans les couloirs de Davos pour amorcer un accord sur Gaza. Il y a plein d'autres exemples, je n'ai pas le temps de les donner. Cette année, rien. Et pourtant, Dieu sait que le monde est en ébullition et qu'on aurait besoin d'initiatives, en particulier sur le Moyen-Orient. Deuxièmement, au niveau des nouvelles thématiques de réflexion intellectuelle. Rien. Les thèmes de Davos cette année, c'était l'intelligence artificielle, le cyber, les guerres qui peuvent mettre en cause les civils, et puis les femmes, le harcèlement sur les femmes. Enfin, on n'a pas entendu Davos pour savoir que le harcèlement contre les femmes était un vrai problème. Et sur les autres thèmes, il n'y a rien eu. Il y a au contraire à Davos une espèce de production de concepts occidentaux. Cette année, le thème à la mode, c'est la société inclusive. Moi, j'appelle ça tout simplement la réduction des inégalités entre les pauvres et les riches, mais eux, ils appellent ça la société inclusive. Et surtout, quand on regarde après, le paradoxe de Davos, c'est à la fois l'excellence de l'analyse. Il n'y a pas meilleur rapport que ceux qui sont fournis à Davos. Le rapport du FMI sur les inégalités, le rapport d'Oxfam sur les inégalités, le FMI c'était sur les jeunes, le chômage des jeunes, le rapport d'Oxfam sur les inégalités. Il n'y a pas meilleur rapport que ceux qui s'est produit à Davos. Et donc il y a un paradoxe total entre l'excellence de l'analyse et l'immobilisme de la gouvernance. Il n'invente rien, il ne propose aucune réforme de la gouvernance mondiale. Et pardon, Philippe, un dernier mot. Ça, c'est le paradoxe de Davos, mais il y a l'illusion du Davos 2018. Quand vous regardez la façon dont ça s'est passé, les thèmes qui ont été abordés, il y a une euphorie générale. La croissance, 3,9%. L'America is back, avec le discours de Trump qui s'est totalement normalisé à Davos. L'Europe is back. L'Europe avait la place de choix. Elle a pratiquement remplacé la Chine qui était là l'année dernière. 4 dirigeants européens le premier jour. Macron apparu comme un leader. Le président de la Commission qui a fait un grand discours. Et donc, l'illusion du Davos 2018, c'était de dire, par rapport à 2017 où la Chine était le maître du monde, l'Occident is back. Ça y est, l'Europe et l'Amérique sont là. Je crois que cette idée que aujourd'hui on retourne au triomphe de l'Occident, c'est au contraire le triomphe de la plus grande illusion politique qui existe aujourd'hui. François Bujon de l'Étang, he's not back because he's always with us. I've always been there. Mais c'est le cas de Davos aussi. Alors j'embraye volontiers sur tout ce qu'a dit Nicole, qui fait un diagnostic sévère sur Davos, mais que je trouve assez juste dans l'ensemble. Davos, c'est une espèce de barnum gigantesque de tous les globalisés en chef, si vous voulez. À la fois les gens du monde des affaires, les journalistes, les hommes d'État, etc. C'est un rendez-vous annuel que beaucoup des participants ne manqueraient sous aucun prétexte, en dépit de son coût extraordinairement élevé et du rapport qualité-prix qui n'est pas toujours très satisfaisant. Le Davos de cette année a été, en effet,
assez terne, me semble-t-il. Pas par les participants. Il y a des participants qui ont attiré énormément d'attention. C'est évidemment le cas de M. Trump. On a dit à juste titre qu'il était le premier président des États-Unis depuis 18 ans à honorer Davos de sa présence. Il était très attendu parce que c'est M. Trump et qu'au fond tout le monde attendait des outrances ou une performance de reality TV et qui n'est pas venu. M. Macron, qui était très attendu, qui faisait sa première apparition, qui est la dernière sensation de l'Europe, mais aussi d'autres personnages comme Justin Trudeau, par exemple, qui sont toujours très attendus, très populaires. Et cette fois-ci, pour faire contrepoids à Xi Jinping l'année dernière, M. Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, que l'on entend moins, et qui est venu montrer qu'en Asie, il n'y a pas que la Chine, au fond, et qu'il y a un autre modèle démocratique, etc. Malgré tout cela, le Davos a été assez terne. Alors, vous avez raison, Nicole, de dire que finalement, il n'y a pas de renouvellement des concepts, il n'y a pas beaucoup de nouvelles idées. Davos donne l'air du temps, finalement. Généralement, c'est une espèce de baromètre qui montre à peu près l'air du temps, qui parfois, en effet, a donné lieu à des initiatives diplomatiques ou introduit des nouveaux concepts. Cette année, on n'a absolument rien trouvé de tel. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, alors ? Moi, je pense qu'il faut en retenir la performance de M. Trump parce qu'elle a été prolongée une semaine plus tard par son discours sur l'état de l'Union. Et que M. Trump est en train de montrer depuis quelques semaines un visage qui n'est pas le visage habituel et qui, du coup, retient l'attention. Il fait un discours beaucoup plus mesuré. Il fait son discours, bien entendu, sur le thème America First is not America alone, mais surtout l'Amérique est là, elle veille à ses intérêts. Il continue à l'installer en alternative à la Chine, qu'il critique de façon souvent ouverte et souvent aussi de façon plus voilée. Mais il est dans une espèce d'état de grâce depuis la fin du mois de décembre, c'est-à-dire depuis, en réalité, qu'il a réussi à faire voter sa réforme fiscale par le Congrès. Il est immensément populaire dans les milieux d'affaires américains. Qui vous diront tous que depuis que M. Trump est là, la bourse a monté de 25%, le Dow Jones, s'il vous plaît, de 46%, que le taux de chômage est tombé à 4,1, c'est-à-dire au plein emploi, et que la croissance en rythme annuel, pour l'instant, est de 3,3% aux États-Unis. Les milieux d'affaires sont enchantés. La réforme fiscale leur promet des jours à venir qui sont tout à fait riants, et M. Trump surfe sur cette vague en montrant aujourd'hui un visage plus conciliant. Alors, il n'a quand même pas perdu toutes ses arêtes, si j'ose dire. Je parle en termes de volume plus qu'en termes de poisson, là. Il est toujours assez abrupt. Il continue dans le domaine commercial à demander que le libre-échange soit corrigé, à préférer le bilatéralisme au multilatéralisme, mais même son comportement, même son langage corporel n'était pas celui de d'habitude. Il a lu un papier. Vous vous rendez compte ? Il ne s'en est pas. Alors, c'est la première conclusion qu'on peut en tirer. Mais l'autre, c'est qu'il est davantage canalisé. Et ça a été, je crois, la première vraie sensation. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de commentaires des journalistes américains disent que malgré cela et malgré l'absence de Xi Jinping, qui avait été la vedette de l'année dernière, la Chine a occupé partout, tout le temps, le terrain. La Chine est venue commenter sa route de la soie, est venue essayer d'intéresser toutes les autres puissances asiatiques et européennes à la route de la soie. Et au fond, cette espèce de paranoïa chinoise que développent les Américains est en soi extrêmement intéressant. Parce que quelle que soit la bonne santé de M. Trump, qui montre moins ses muscles, mais tient un discours un peu plus conciliant, la Chine reste une préoccupation dominante pour les États-Unis. Marc-Olivier Padis. C'est vraiment un rêve de conspirationniste, ce rassemblement de Davos. C'est vraiment... Ah oui. À ciel ouvert, quand même. Oui. La conspiration à ciel ouvert, c'est quand même un oxymore. C'est vrai, mais rien n'arrête les créateurs de rumeurs. Ils sont prêts à penser qu'il y a des... Parce que Nicole a parlé des réunions de couloir. Alors là, ça suscite des inquiétudes. Non, mais tout ce qui ressort de ça, finalement, c'est une énorme production de discours. La question, c'est... moi, je pense... Dans
dans le fil de ce qu'a dit Nicole, c'est que tout ça donne une impression un peu fausse de l'état aujourd'hui des relations internationales qui sont beaucoup plus tendues et fragmentées que l'impression que donne ce global blabla qui donne l'impression de dirigeants qui discutent entre eux, qui ont des échanges courtois, qui mènent des projets. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le multilatéralisme va très très mal, que les possibilités de négociation quand il y a des tensions entre grandes puissances sont plus réduites. La rivalité entre la Chine et les États-Unis est plus tendue, comme vient de le dire François. La Chine a des stratégies mondiales avec la route de la soie, mais en même temps, ce n'est pas une puissance stabilisatrice au sens géopolitique. Et puis, il y a les États qui ne jouent pas le jeu de la coopération internationale, la Russie, les États-Unis beaucoup moins qu'avant. Et puis, il y a des États qui sont confrontés à la fragmentation interne. Le roi d'Espagne était là, il a parlé de la Catalogne. Donc, en fait, le portrait, il ne faut pas que tout ça cache un portrait, moi, que je trouve plus inquiétant des relations internationales, où il y a beaucoup plus de fragmentation et de querelles que de courtoisie et d'échange. Jean-Louis Bourlanges. Oui, deux observations. Une observation sur Davos en général, pour faire écho à ce qu'a dit Nicole. Je crois qu'il y a vraiment une contradiction profonde. Davos, c'est à la fois vraiment un lieu de consensus, parce que personne ne peut douter que l'avenir repose sur les initiatives de sociétés, d'individus, de particuliers, et repose sur le fait que ces initiatives soient mondialisées, se traduisent par des échanges multiples. Ça signifie Davos, c'est ça que porte Davos, et tous ceux qui nient cela sont disqualifiés. Et en même temps, personne ne peut nier que les gens de Davos, ce sont les riches. C'est la fête aux riches, c'est la fête aux plus riches, la fête à ceux qui possèdent 85%, 90% de la fortune mondiale. Et là, on voit la situation des anti-Davos, qui est absurde, parce qu'ils sont à la fois porteurs d'une revendication, je mets dans anti-Davos le pape, par exemple. Ils sont dans une attitude de protestation très légitime contre les inégalités, contre la concentration des richesses, et en même temps, ils se situent en deçà. Il n'y a aucune alternative en termes d'organisation mondiale à ce que ne font pas d'ailleurs ces gens. Et donc le problème de Davos, c'est est-ce qu'on va inventer un au-delà de Davos et non pas un en deçà de Davos comme contestation. Macron s'y est essayé. On voit bien que dans la seconde partie de son discours, il a expliqué qu'il y avait des inégalités, qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Et l'au-delà de Davos, ça veut dire organiser des formes de gouvernance mondiale. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, on voit bien que Macron n'a pas tellement séduit sur cette partie. Peut-être a-t-il été un peu trop long, j'ai de l'indulgence pour ce type de défaut, mais peut-être aussi a-t-il à ce moment-là, en fin de discours, abordé des thèmes de réduction des inégalités, etc., dont les participants n'avaient rien à faire. Donc je crois qu'il y a un problème. Davos a une position éminente sur le plan du diagnostic, de la position dans la situation actuelle de la planète, et en même temps, ça n'est pas satisfaisant, et les adversaires ne sont pas capables d'opposer quelque chose. La seconde remarque que je voudrais faire, c'est toujours je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Nicole sur l'Occident et pas l'Occident. Je pense que que le monde entier était là, d'abord parce que l'Indien était là, et l'Indien, c'est un modèle considérable. D'autre part, parce que les Chinois sont partout, et enfin parce que l'Occident était divisé. Car en réalité, on avait Trump et Macron pour symboliser. Et là, en revanche, je suis tout à fait convaincu que ce qui se passe autour de Trump, la séquence réforme fiscale, présence à Davos, discours de l'État de l'Union, modération relative du discours, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important que je résumerai d'une façon assez schématique en disant « Monsieur Trump est enfin, après des années de populisme, devenu un leader républicain ». Nicole Nisato. Oui, un mot sur ce que dit Davos sur la gouvernance mondiale ou sur l'absence de gouvernance mondiale. On a d'un côté les institutions traditionnelles qui sont nées de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, qui sont totalement paralysées, totalement incapables de produire des nouvelles règles de la mondialisation. Et donc, du coup, on a en alternative ces réunions informelles, le G8, Davos, la Wehrkunde sur le plan de la sécurité, qui essayent de réfléchir ce monde mondialisé
mondialisées, mais qui sont tout aussi incapables de produire des nouvelles formes, des nouvelles d'associations mondiales. Et je termine, sauf... là, je suis complètement d'accord avec Jean-Louis, le discours de Macron sur le nouveau contrat mondial, il a bien senti, je crois qu'il a l'anticipation que l'augmentation des inégalités dans le monde, c'est une recette à la fois d'autoritarisme et d'explosion. Et il a, comme vous le savez, le projet de faire un grand sommet sur la gouvernance mondiale cette année, le 11 novembre. 40 chefs d'État sont déjà invités. Je ne sais pas si c'est l'alternative que souhaite Jean-Louis, mais l'intention est là. Nous en reparlerons. Je vous remercie. Je vous annonce que nous en sommes maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai en recommandant le livre de Paul Lyonnais, de feu Paul Lyonnais, du regretté Paul Lyonnais, comme on disait autrefois dans les universités, livre qui s'intitule « Zone de mort » et qui est préfacé par Jean-Pierre Le Goff. Il y a 7 ans maintenant que Paul Lyonnais, sociologue des pratiques populaires, du jeu par exemple et du sport, il y a 7 ans qu'il est mort, sociologue tout à fait atypique, très original non pas par goût de l'originalité, mais par capacité à penser par lui-même. Il y a donc 7 ans que Paul Lyonnais est mort, et c'est sur la période pendant laquelle il a su qu'il allait devoir affronter, il a su pour la 2e fois de sa vie, mais cette fois-ci malheureusement la bonne ou la mauvaise, comme on voudra, qu'il allait devoir affronter cette issue finale, que comme l'écrit Jean-Pierre Le Goff, Paul Lyonnais décrit l'expérience limite d'un individu avec sa propre histoire et son rapport au monde, mais par-delà ce parcours unique et tragique, il dévoile une vérité abrupte qui s'adresse à tous, celle de l'individu confronté à la souffrance et à la mort dans une société qui fait tout pour les mettre à distance. Ce texte, poursuit Jean-Pierre Le Goff, est un coup de poing contre le nouveau monde aseptisé, l'envers du décor de l'optimisme enjoué des bien-pensants de la postmodernité et des partisans doucereux du suicide assisté. C'est édité aux éditions Stock dans la collection Les Essais. Marc-Olivier Padis. J'ai lu cette semaine un essai de philosophie extrêmement bien écrit de Olivier Remeau, ça s'appelle « Solitude volontaire » chez Albin Michel. L'originalité de cet essai, c'est que ce n'est pas un essai conceptuel ou spéculatif sur la solitude et le rapport à la société, mais c'est une réflexion sur des exemples de personnes qui ont choisi la solitude, des exemples aussi variés évidemment que Thoreau, on pense, ou les explorateurs des pôles, mais aussi Glenn Gould, le pianiste, qui était un reclus. Et donc, en passant d'un exemple à l'autre, il développe toute sa réflexion où il montre que la solitude est en quelque sorte une manière de faire société avec les autres. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, on m'a offert pour Noël et je me suis replongé avec délice les origines de la France contemporaine de Taine. Et je dois dire que Taine fait partie de ces auteurs sur la Révolution française dont le grand historien Georges Lefebvre, grand historien de gauche de la Révolution et de l'Empire, disait avec cette hypocrisie fondamentale qui caractérise l'historiographie révolutionnaire, il disait d'Augustin Cochin, mais il aurait pu le dire de Taine, « Ah, il faut le lire ». Mais il ne faut pas le dire. Et effectivement, c'est formidable. Raymond Aron a été en fait à l'origine de la résurrection dans l'opinion publique après la Seconde Guerre mondiale de Tocqueville, qu'il a imposé, c'est Aron qui a imposé Tocqueville. Furet aurait pu le faire sur Taine, il s'est manifestement beaucoup inspiré de Taine, mais Taine n'a pas encore retrouvé l'audience, malgré le fait qu'il soit édité en bouquin. Moi, j'ai une édition plus ancienne et très sympathique, mais il est édité en bouquin, mais c'est formidable. Il faut rendre hommage à tous ces grands érudits du 19e siècle qui ont fait un travail de rigueur, d'intelligence, mais absolument incroyable et dont nous devons utiliser beaucoup plus les fruits qu'on ne le fait, savourer les fruits qu'on ne le fait. Nicole Niesotto. Moi, je vais à l'autre extrême. Je vais parler non pas d'ouvrages savants, mais d'une revue de vulgarisation, mais d'excellente vulgarisation sur les questions internationales, qui s'appelle justement Questions internationales, qui est publiée depuis 10 ans par la Documentation française, avec comme rédacteur en chef à la fois un diplomate et un professeur d'université, Gilles Andréani et Serge Sûr. Et c'est une revue formidable, je trouve, parce que tous les mois, elle réunit des articles avec un certain sérieux académique et le plaisir de l'écriture. Le dernier numéro qui vient de sortir, c'est sur l'Arabie Saoudite, Transformation ou Illusion. Il y avait le mois dernier un numéro sur l'avenir de l'Europe, excellent sur Cuba. Numéro, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, Jean-Louis, avec un interview de Jean-Louis Bourlange. Le numéro sur le désordre mondial au mois d'août. Donc, c'est une excellente revue qu'on trouve dans les kiosques et dans les bonnes librairies. Vous auriez commencé par nous dire qu'il y avait un interview de Jean-Louis Bourlange. Ça vous aurait épargné de développer vos arguments en faveur de Il pouvait pas incarner à la fois le statut de professeur et le statut de diplomate. Oui. Mais je ne pouvais pas parler de vulgarisation en citant Jean-Louis Bourlange. François Bujon de l'Étang. Alors, on parle beaucoup d'Asie centrale ces derniers temps, et nous venons à propos de Davos, de parler de la route de la soie, par exemple, où l'Afghanistan est aujourd'hui au centre des préoccupations internationales. Moi, je voudrais vous recommander de lire un livre qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle Le Grand Jeu, qui est écrit par un Britannique qui s'appelle Peter Hopkirk, qui est un ancien journaliste du Time, qui a dû travailler aussi pour d'autres employeurs, j'imagine, et qui s'est énormément promené en Asie centrale. Son livre, The Great Game en anglais, son livre a été traduit en français, finalement, ça a mis très longtemps. Il est publié par un petit éditeur belge qui s'appelle Nevikata. C'est un gros livre que vous dévorez vraiment en vous couchant très très tard le soir parce qu'on ne peut pas le terminer. Il est passionnant, il raconte la rivalité des Russes et des Anglais pour contrôler justement l'Afghanistan et les abords de l'Empire des Indes tout au long du 19e siècle. Il s'arrête d'ailleurs en 1905 avec la guerre russo-japonaise et ses conséquences géopolitiques, mais le livre est formidable et vous pouvez parfaitement rapporter tout ce que vous y apprenez et que vous lisez comme du Kipling à l'actualité aujourd'hui en Afghanistan, au Pakistan et en Inde et au pourtour de ce qui était jadis l'empire des Indes sur lequel le soleil ne se couchait jamais comme chacun sait. Je vous remercie. Notre émission est donc terminée. Je donne rendez-vous à nos auditeurs, ceux qui le peuvent, la semaine prochaine en direct à l'école alsacienne à 10h30 sur le site de l'émission Le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr. Vous trouverez tous les moyens de vous inscrire, ce qui est une obligation pour cet enregistrement en public. Vous trouverez aussi sur notre propre site l'annonce des sujets de l'émission de dimanche prochain pour que ceux que ça intéresse puissent envoyer les questions qu'ils souhaitent nous voir aborder dans la période d'échange avec la salle qui suit de manière maintenant traditionnelle l'enregistrement de l'émission en elle-même. Et puis vous trouverez aussi sur le site les brèves, celles des émissions précédentes, celles de l'émission que vous venez d'écouter, et aussi, l'ai-je assez dit, tous les moyens de nous soutenir et notamment de souscrire un abonnement qui est la garantie de notre indépendance et aussi de notre pérennité. Merci et à la semaine prochaine.